Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Shabiba TV. Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Les défis de l'heure. Alors, dans ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir le docteur Aram Top Sen. Bonsoir, docteur. Bonjour, Monsieur Sagna. Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille de Serigne Abbas Sall de Louga pour le décès de leur khalife, Serigne Mansour Sall. Et j'en profite aussi pour présenter mes condoléances à tous les khalifes disparus, notamment le khalife de Layène et le khalife de Thiénaba. Voilà, nous demandons au beau Dieu de leur accorder le paradis Firdausi. Merci beaucoup. Vous êtes la directrice de l'action sociale. Nous allons y revenir. Plusieurs questions seront au menu de cet entretien, Madame la directrice, notamment des questions liées justement à l'orientation stratégique et du rôle que joue l'action sociale, n'est-ce pas, au sein du ministère de la Santé, mais également dans ce contexte marqué par le coronavirus. Quel est le rôle de l'action sociale justement dans la gestion de cette pandémie qui a fini de mettre alors toutes les nations à genoux, il faut le dire, et puis aussi le contexte et l'actualité qui reste dominée par les inondations, et quel est véritablement le rôle de l'action sociale. Et puis votre partenariat avec l'ONG Al-Khayria. Je sais que déjà vos travailleurs sociaux justement sont un peu partout au Sénégal et qui donc abattent un travail donc assez énorme à côté de l'ONG Al-Khayria. Nous allons parler justement de ce partenariat entre donc la direction de l'action sociale et donc cette ONG. Et puis aussi voilà, les femmes dans les grandes instances de décision, puisque j'aime toujours à le dire, et cela fait plaisir justement de voir justement nos chères mamans, nos sœurs également occupées de hautes fonctions, n'est-ce pas, un peu partout au Sénégal et en Afrique. Et je pense que l'ex-présidente du Libéria, donc Ellen Johnson Sirleaf, en était une parfaite illustration. Au Sénégal aussi, nous avons connu justement des femmes justement, donc, qui ont occupé justement de ces hautes fonctions. Vous en faites partie, Madame Aram Sen Top. Alors, mais justement, nous allons donc revenir un peu sur le rôle fondamental de l'action sociale et ses orientations stratégiques, Madame la directrice. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Sagna. L'action sociale à la politique nationale d'intervention sur les groupes vulnérables. D'ailleurs, il faut dire que l'action sociale est une structure qui se trouve au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, au niveau du ministère, il y a 3 directions. Il y a une direction générale de la santé, une direction générale de l'action sociale et une autre direction générale des établissements de santé. Donc la direction générale de l'action sociale est chargée de la promotion et de la protection des groupes vulnérables. Et par groupe vulnérable, on entend les personnes handicapées, on entend les personnes âgées, il y a l'enfance déshéritée, il y a les personnes indigentes, mais il y a également les veuves. D'une manière générale, tous les groupes vulnérables à qui nous voulons une inclusion sociale dans nos économies locales sont pris en charge par vraiment l'action sociale. Alors, prise en charge par l'action sociale, moi j'aimerais bien savoir maintenant votre organisation interne, puisque vous êtes présente, je disais tantôt, un peu partout au Sénégal, et comment justement se fait justement donc le travail, n'est-ce pas, sur le terrain, et comment vous parvenez justement à satisfaire justement ces besoins, n'est-ce pas, de ces personnes vulnérables dont vous parlez tout à l'heure. Voilà, déjà il y a l'organisation. Nous sommes organisés en 3 directions. Il y a 3 directions, une direction de promotion et de protection des personnes handicapées. La deuxième direction, c'est la direction de promotion et de protection des groupes vulnérables. Il y a une autre direction qui est la direction de l'action médico-sociale. En fait, ce sont des directions qui ont pratiquement les mêmes compétences, qui ont été regroupées en 2012 en une direction générale de l'action sociale. Et au niveau déconcentré, nous avons 14 services d'action sociale. Nous avons 45 services départementaux d'action sociale. Nous avons actuellement, à l'heure où je vous parle, 52 centres de réaction et de promotion
sociale. Et nous avons également 4 centres de réinsertion sociale. Ce sont des centres qu'on appelle des centres nationaux de réinsertion et de promotion sociale. Et c'est des centres qui ont chacun une compétence. Par exemple, le centre c'est 4 centres. Le centre qui est à Bambey et s'occupe exclusivement des personnes handicapées. Nous avons un centre à Darou Moussi qui s'occupe des inadaptés sociaux. Et c'est le même centre aussi que nous avons à Bignona qui s'occupe aussi des inadaptés sociaux. Nous avons un autre centre qui est également à Kaolack mais qui s'occupe des déficients mentaux. Donc dans ces centres aussi, nous avons des politiques d'action sociale qui se tournent autour de ces personnes vraiment vulnérables qui sont prises en compte et en charge au niveau de ces centres. Oui, cela me fait penser justement à la carte d'égalité des chances, Madame la directrice. Oui, la carte d'égalité des chances est un mécanisme phare de la loi d'orientation sociale de 2015-10 de 2010 qui a été votée par le régime libéral et qui a été mise en œuvre par le régime du président Macky Sall à travers la mise en place d'un mécanisme qui tourne autour de 55 textes et qui actuellement aussi sont en train d'être suivis par la direction de la promotion et de la protection des groupes des personnes handicapées et des différents partenaires avec qui nous travaillons, notamment la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, mais également de l'ensemble des partenaires parce qu'il y a 14 textes qui doivent être signés et doivent être promulgués. Et parmi ces textes, il y a 5 textes qui ont été signés. Certains sont des arrêtés, certains sont des décrets. Et il y a le décret sur la carte d'égalité des chances. Donc ce décret sur la carte d'égalité des chances offre aux personnes handicapées la possibilité et les opportunités, notamment des services qui sont liés à cette carte, notamment l'accès aux services de santé, l'accès à l'appareillage, l'accès à l'assurance, l'accès aux édifices nationaux. Voilà. Un handicap. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, il y a également les bourses de sécurité familiale qui s'y ont ajoutées, mais également la couverture maladie universelle. Oui, tout à fait. Donc, c'est une carte aussi qui est une carte internationale parce que dès que vous sortez au Sénégal, vous pouvez également bénéficier des mêmes services au pays, sur le territoire où la personne handicapée s'est rendue. Donc, c'est une carte internationale. C'est vrai qu'il y a certains services qui... De cette carte, comment elle se fait? Voilà, c'est juste une carte au niveau, il y a des comités, parce qu'il y a également un décret de 2018 sur la mise en place des commissions spéciales d'élaboration et d'instruction des cartes d'égalité des chances qui sont au niveau des départements. Donc dans chaque département, ce comité travaille en collaboration avec un médecin agréé, mais également avec une commission qui est chargée vraiment d'instruire la carte. Et donc par rapport à l'instruction, il y a la demande, et la demande est étudiée en commission, et ensuite il y a la certification du handicap, et ensuite il y a le certificat médical fait par le médecin agréé, et ensuite le dossier est envoyé à Dakar. Donc à Dakar, il y a le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Quand la carte est vraiment instruite, qui demande maintenant aux consultants avec qui nous travaillons d'émettre la carte. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et l'émission de la carte aussi suit l'identification nationale de la personne. L'identification, voilà, de la personne. Et Madame la directrice, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de personnes déjà qui ont bénéficié de ces cartes? Actuellement, nous sommes à 65 777 personnes. Voilà, qui ont bénéficié de la carte d'égalité des chances. Voilà, normalement, on devait être à 80 000. Nous allons atteindre l'objectif qui était visé pour atteindre les 80 000 cartes. Mais normalement, nous avons aussi un autre programme
d'extension de la carte d'égalité des chances, un programme de 4 ans, parce que nous pensons que puisqu'il y a vraiment un déphasage entre ce que dit l'OMS sur la statistique des handicapés et ce que les handicapés eux-mêmes disent, et nous avons été aussi appuyés par le BIT pour qu'on puisse faire une analyse exhaustive de l'ensemble, le Bureau international du travail, pour avoir d'une manière exhaustive l'ensemble des personnes handicapées. Ça nous permettra dans ce programme d'extension vraiment d'émettre des cartes pour toutes les personnes que nous avons recensées, parce que nous pensons que la carte, ce n'est pas juste pour les services, mais ça sert d'identification, comme je vous l'ai dit. Ouais. Tout à fait. Alors, ça, c'est clair. Alors, Madame la directrice, maintenant, le monde entier, je le disais tantôt, et le Sénégal n'est pas épargné et frappé de plein fouet par cette pandémie à coronavirus. Une véritable inquiétude, n'est-ce pas, pour les peuples, avec ces lots de victimes. Alors, quel a été le rôle, donc, n'est-ce pas, de l'action sociale, justement, dans la gestion de cette pandémie à coronavirus qui continue toujours à faire des victimes? Voilà, merci. Le Sénégal a connu, comme le monde entier, depuis plus de 2 ans, actuellement, la pandémie à Covid-19. Et nous, en ce qui concerne l'action sociale, nous sommes au niveau du Comité national de gestion des épidémies qui a été mis en place juste vers le 2 mars pour lutter et riposter contre la pandémie à Covid-19. Et nous sommes dans la coordination. Et dans cette coordination, notre mission consiste à la prise en charge psychosociale des personnes atteintes de Covid, mais également de la prise en charge comportementale, mais également de tout ce qui concerne vraiment la prise en charge de ces personnes, que ne serait-ce que les appuis alimentaires, ne serait-ce que la prise en charge psychologique, mais également on a été à avoir des enfants qui nous ont été confiés par Monsieur le ministre, mais également au niveau des CTE, parce que nous avons fait la substitution provisoire de parentalité de 225 enfants, voilà, qui ont été dans les CTE. Souvent, c'est des enfants qui sont malades ou bien des enfants dont les parents sont malades et qui nous ont été confiés et à qui aussi nous avons confié à des services, mais souvent aussi à des familles, mais en toute confidentialité, parce que sinon, on évitait la stigmatisation. Vous parlez tout à l'heure de prise en charge psychosociale. Vous avez eu des cas comme ça, puisque les gens pensent, surtout dans les sociétés telles que les nôtres, où quelqu'un, avoir le coronavirus parfois est synonyme, n'est-ce pas, de rejet, donc automatique au départ. La prise en charge psychosociale est très, très, très importante, d'autant plus que dès les premières heures de Covid, les personnes étaient confinées. Les personnes étaient confinées dans les hôtels, certains étaient confinés dans les maisons. Il y avait aussi ce qu'on appelait les personnes qui venaient de l'étranger, voilà, et qui arrivaient au Sénégal et qu'on confinait également. Ces personnes qui voulaient voir leur famille et à qui on a demandé de rester 14 jours, ne pas parler. En fait, elles peuvent parler avec la famille, mais ne peuvent pas voir leur famille. Des personnes qui pensaient que juste arrivées au Sénégal, elles allaient rejoindre leur foyer, donc ont été vraiment mises en quarantaine. C'était le terme qui était utilisé, donc c'était pas facile. Donc il fallait les parler. Il y avait des cas de révolte, voilà, il y avait des crises comportementales, voilà, donc il y avait des stress, il y avait tout. C'était pas facile à gérer. Donc c'est pourquoi nous avions mis en place une cellule au niveau du ministère, et cette cellule a été également déconcentrée au niveau des régions, et dans chaque région il y avait cette cellule psychosociale, et sur les 14 cellules qui ont été mises en place dans les régions, les 11 ont été présidées par les services d'action sociale. Et dans ces cellules, il y avait des sociologues, il y avait des psychologues, il y avait des psychiatres, il y avait des assistants sociaux. Et leur mission consistait à appeler les personnes qui étaient dans les hôtels, parce que les chefs de service, les MCR et les MCD donnaient la liste des personnes qui étaient confinées.
et les services d'action sociale aussi étaient dans également la recherche de contacts. Donc on avait ces listes, on avait les personnes, leur numéro de téléphone. Donc la mission consistait à les appeler au téléphone, voilà, à les tranquilliser, à leur parler, et voilà. C'est pas facile, et voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est tout un travail, et d'avoir aussi pendant ces entretiens psychologiques, il y avait aussi le référencement. On pouvait les référencer, par exemple, à d'autres, ils ont des problèmes, voilà, qu'on pouvait référencer à d'autres structures, par exemple des enfants qui ont été laissés à la maison. Donc, je vous parlais de substitution provisoire de parentalité, mais il y avait également des problèmes quelquefois sociaux, notamment la prise en charge alimentaire de ces personnes qui sont confinées. Donc, ils nous donnaient les personnes qui sont au niveau familial. Et nous, avec nos services déconcentrés, notamment les CPRS, on faisait l'enquête sociale pour savoir si les personnes sont à assister, sont demandeuses vraiment d'appui. Et en ce moment, on leur envoie des kits alimentaires aussi en toute confidentialité. Il y a des personnes aussi qui avaient des problèmes qui ne sont pas liés à la Covid, notamment le diabète, d'autres types de maladies, et qui sont allés, voilà, et qui sont allés en confinement sans prendre leurs médicaments. Ah oui, c'était difficile, hein, ouais. Qu'il fallait prendre. J'imagine un peu la lourdeur de la tâche qui vous attendait, voilà. Il y avait également l'habillement. On prenait en charge l'habillement des personnes qui sont dans les CTE, parce qu'au début, quand les personnes sortaient en fait, étaient guéries, voilà, on brûlait les habits dans un premier temps avant qu'on ait trouvé d'autres solutions pour le nettoiement des habits. Voilà, donc nous, on se substituait à eux en essayant d'acheter des habits pour ces personnes. Donc, il y avait également les enfants à qui aussi on cherchait des kits ludiques, des kits également cosmétiques, mais également des kits alimentaires, ça, qui étaient composés de lait, de céréales, de farine lactée et tout ça. Mais aussi, on prenait en charge les personnes qui étaient guéries. Voilà, les personnes qui étaient guéries, on les prenait en charge sans compter les 10 500, c'est presque plus de 10 541 personnes, voilà, qui ont été dans presque 95 sites de confinement qu'on prenait en charge sur le plan alimentaire et sur le plan vestimentaire. Mais les personnes guéries aussi qui transitaient de Dakar pour aller dans les régions, parce qu'au début, la majorité des CTE se trouvaient à Dakar, donc ces personnes, après guérison, nous, on les prenait en charge dans un hôtel tampon, on les prenait en charge jusqu'à 3-4 jours, jusqu'à ce que leur foyer soit décontaminé. Voilà, ou bien quelquefois, c'est des personnes qui sont des personnes grabataires, voilà, qui dépendent des personnes qui sont toujours dans les CTE. Donc, on attendait la guérison de ces personnes pour que ces personnes soient transportées vers leur foyer d'origine. Et on était aussi aidés par la direction générale de Dakar Demdik qui nous a beaucoup, voilà, pour l'acheminement de ces personnes, surtout pour les personnes qui se trouvaient dans la base de Guéréo, mais également dans la base militaire de Thiès, et souvent qui venaient à Dakar. Mais d'une manière générale, hein, dans tous les CTE, on prenait en charge le transport. Et là-bas aussi, il y avait quelques problèmes. Je ne dirais pas de problèmes, mais des sensibilités, parce que les personnes refusaient souvent de sortir le jour, avec la stigmatisation. La stigmatisation dont on parlait tout à l'heure. Voilà, alors, je sais que beaucoup de choses ont été faites, Madame la directrice, Dr Aram Topsen. Alors, il est vrai maintenant qu'aujourd'hui, les vaccins sont arrivés, on parle de sensibilisation. Et au départ, il y avait justement cette réticence, mais maintenant, avec justement la propagation n'est-ce pas, de cas, on a vu des personnes, n'est-ce pas, aller se faire vacciner en masse. Et je sais que là aussi, vous avez eu à faire un rôle assez important. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, dans la gestion de ce Covid. D'accord. Peut-être que si vous le permettez, on va passer à autre chose, puisque vous avez également, n'est-ce pas, vous êtes attendu un peu partout. Hein. On parlait tantôt de la gestion des inondations, mais aussi le rôle que l'action sociale, n'est-ce pas, est en train de faire, n'est-ce pas, présentement, surtout aux populations sinistrées. Madame la directrice. Voilà, par rapport aux inondations, voilà, il y a de fortes attentes, il y a de fortes demandes,
parce que hier nous avions même une réunion au niveau du ministère de l'Intérieur qui a été présidée par le ministre de l'Intérieur pour la gestion des inondations, et l'action sociale est au niveau du comité santé et entraide. Donc à ce niveau, nous, notre rôle au niveau de l'action sociale, c'est la prise en charge psychosociale des personnes sinistrées, mais également le référencement sanitaire et la prise en charge médicale, parce que nous prenons en charge les personnes vraiment nécessiteuses, mais également les appuis alimentaires. Mais cette fois-ci, j'ai entendu que les personnes ont dit qu'ils ne veulent pas d'appui alimentaire, mais vraiment, ils veulent vraiment une situation pérenne. Voilà, comment les aider à sortir complètement des inondations. Voilà. C'est un autre problème, mais n'empêche qu'il y a toujours des personnes qui sont demandeuses, vraiment qui sont demandeuses d'appui alimentaire, parce qu'une personne qui devait partir travailler, mais qui ne peut pas sortir de sa maison, parce qu'à longueur de journée, il est en train de sortir l'eau de sa maison, donc il a besoin d'être appuyé sur le plan alimentaire. Je crois que les personnes qui le disent peut-être ne comprennent pas vraiment les problèmes que d'autres personnes ont actuellement en cette période de pandémie et d'inondation. Tout à fait. Et c'est difficile surtout que la plupart de ces familles sont assez vulnérables, vous venez de le dire. Et aujourd'hui, justement, cet appui, n'est-ce pas, alimentaire, n'est-ce pas, c'est important. Vraiment. Et là aussi, est-ce qu'on peut savoir, eh bien, donc, le nombre, sinon, les personnes qui ont eu à bénéficier, n'est-ce pas, vraiment voilà, ces largesses. Cette année, nous n'avons pas encore commencé, mais l'année dernière, nous avions fait bénéficier à 1500 personnes de kits alimentaires du côté de Rufisque et du côté de Kermassar. Et nous n'avons pas pris les mêmes chemins qui ont été pris par les différentes personnes qui sont allées secourir ces personnes, parce que nous avions vu que dans certains quartiers, certains quartiers ont été oubliés, notamment les quartiers de montagne, de Rufisque, de Colobane, de Diorga Montagne, mais également de Médina Chérif, mais également de Kermassar extension vers les quartiers recasement. Voilà, là-bas il y a un vaste marigot. Quand on déverse les eaux refluent au niveau des maisons. Donc ces populations ont été obligées de déménager en laissant leur vivre, en perdant leur vivre et tout. Donc ces personnes, nous avons été à leur chevet avec un partenaire qu'on appelle Direct Aid, qui est là au Sénégal et qui a beaucoup duré. Et je crois que c'était Ama Sénégal avant. Maintenant, ils sont venus avec un nouveau nom, Direct Aid, et qui nous ont aidés à soulager ces populations. Et cette année, nous avons prévu à peu près, sur les demandes que nous avons, 500 kits, voilà, pour appuyer les personnes qui sont au niveau de Diamaguène, Sicap Mbao, de Pikine, de Kermassar, mais également de Tivaouane Peulh. Parce que nous avions fait des caravanes, mais même au niveau des concentrés, ça se fait déjà, parce que la semaine dernière, le chef de service d'action sociale de Mbacké m'a appelé, parce qu'ils ont été aidés par le groupe Sénico, qui les a octroyé des kits pour les personnes vraiment sinistrées, parce que vous savez, hier même, on a été avec le gouverneur de Diourbel, qui a parlé vraiment de problèmes d'inondation dans ces contrées de Touba. Donc il a été avec Sénico qui lui a octroyé des kits pour les personnes vraiment nécessiteuses et qui ont demandé à être appuyées par rapport à l'inondation. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les défis de l'heure. L'invité du jour, le docteur Madame Aram Top Sen, elle est la directrice de l'action sociale. Alors nous allons parler, Madame la directrice, eh bien, du partenariat, n'est-ce pas, de votre partenariat entre justement l'action sociale et donc l'ONG Al Khayria. Je sais que vous menez vraiment un travail énorme justement, et cette collaboration avec l'ONG Al Khayria a porté ses fruits. Alors j'aimerais bien donc qu'on revienne un peu justement sur, n'est-ce pas, les débuts de ce partenariat-là qui a été ficelé, et aujourd'hui comment vous analysez et appréciez justement ce partenariat avec l'ONG Al Khayria. Voilà, merci beaucoup. En fait, l'ONG Al Khayria a été une aubaine pour l'action sociale. C'est vrai que l'action sociale, c'est que je dis toujours, il y a le budget de l'État, mais le budget de l'État n'est pas également aussi souvent très conséquent pour la prise en charge de toutes les demandes sociales, bien que l'État fait beaucoup d'efforts.
pour venir à bout et pour la promotion des personnes vulnérables. Mais quand même, il nous faut vraiment qu'il y ait un partenariat, surtout un partenariat local qui nous permette de régler les problèmes au niveau déconcentré. Et je vous dis que notre rencontre avec Al Khayria, je dis toujours à Dr Alimatou, moi je ne sais pas si man le fort ou bien yo ya ma fort. Voilà, donc parce que ça a été bénéfique à tous les niveaux. Et le docteur me disait que voilà, nous sommes satisfaits de notre collaboration avec l'action sociale parce qu'avant, ça fait maintenant plus de 20 ans que l'ONG Al Khayria intervient, mais il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Mais avec la collaboration avec les services d'action sociale, qui ont été formés sur l'intervention ciblée, ils connaissent et qui connaissent pratiquement toutes les personnes et les groupes vulnérables, voilà, dans les régions. Donc c'est très aisé et très facile de pouvoir vraiment mettre en œuvre les interventions humanitaires de l'ONG Al Khayria. Et nous vraiment, nous les remercions. Je dis que nous n'avons pas les mots vraiment pour dire ce que nous éprouvons et ce que nous avons comme plaisir à travailler avec l'ONG Al Khayria. Et même au-delà même des services déconcentrés, nous travaillons avec des prisons grâce à ONG Al Khayria. Et il y a une prison qui est à Koutal, à qui il y a eu une construction de mosquée, parce que c'est une prison où il y a comment dire, voilà, à Koutal. Dans la région de Kaolack, voilà. Et puis, c'est les longues peines, hein, et quelquefois, c'est des peines, je ne dis pas des peines de mort, mais c'est des longues peines. Les gens qui sont là-bas, vraiment, se remettent au bon Dieu. Et ils avaient besoin de mosquées pour prier. Ils avaient une mosquée qui était là-bas, mais qui était vétuste. Donc, dès qu'on en a parlé à Al Khayria, donc ils ont entamé la construction d'une nouvelle mosquée d'une valeur de 30 millions. Et c'est ça que c'est un geste que nous saluons. Et il y a le gouverneur de Kaolack qui a été vraiment informé, le ministre de la Santé, mais également le ministre de la Justice. Ils ont tous été informés de ce geste vraiment patriotique, mais d'une grande envergure pour ces personnes qui ont presque baissé les bras. Donc on les a aidés. Actuellement, ils prient. Il y a eu une cérémonie, ils ont reçu des habits, donc ils sont satisfaits. Chaque fois, le directeur m'appelle pour me dire que vraiment les gens vous prient pour vous et prient pour l'ONG Al Khayria. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas facilement oublié et qui sera marqué dans les annales vraiment du Sénégal. Oui, et je sais que vous comptez pérenniser ce partenariat. Voilà, on va pérenniser ce partenariat parce que toujours, avec le docteur Alimatou, on essaie tout le temps de voir quelles sont les meilleures orientations pour vraiment mettre en œuvre les interventions aussi bien de l'action sociale que de l'ONG Al Khayria. Et je sais que nous sommes complètement en phase avec les chefs de service. Quelquefois, les inondations sont prises en charge. Même l'année dernière, on a eu des cas d'inondation à Ranérou. Vraiment, ouais, à Ranérou. Et on a aidé. La dernière fois, c'était à Tambacounda. Et partout au Sénégal où il y a des problèmes, les gens se réfèrent à l'action sociale et nous, on se réfère à l'ONG Al Khayria qui vient toujours à bout vraiment de ces différentes préoccupations des populations. Tout à fait. Alors, c'est important, hein, donc, ces actions. Et je sais que vos agents mènent aussi un travail, n'est-ce pas, énorme, puisque donc, les travailleurs sociaux, n'est-ce pas, de l'action sociale un peu partout, à travers, n'est-ce pas, la distribution, n'est-ce pas, de médicaments dans les structures sanitaires, mais aussi de repas. Et ça, c'est important. Il y a cet engagement aussi, n'est-ce pas, des agents, n'est-ce pas, de l'action sociale, donc vous pilotez. Oui, ces agents sont très engagés. Moi, je les remercie tout le temps. C'est dans toutes les régions. C'est vrai que c'est dans leur mission régalienne d'aider les populations vulnérables, mais souvent les moyens, comme je vous dis, ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc avec l'ONG Al Khayria, on a fait des distributions d'aliments, on a fait des distributions de médicaments, on a acheté aussi des fournitures pour les enfants, pour vous dire que ça va même au-delà de l'action sanitaire, mais les fournitures pour les orphelins, il y a également les bourses pour des enfants qui veulent étudier et qui n'ont pas les moyens. Quand on se tourne vers l'ONG
l'ONG Al Khayriya toujours voilà, ils satisfont nos demandes. Voilà, les demandes. Et c'est important. Alors, nous allons entrer justement dans la dernière partie de cet entretien, Madame la directrice, puisque, je le disais dès l'entame de cette émission, nous avons des femmes. L'Afrique a aussi des femmes assez valeureuses. Je ne vais pas revenir un peu dans l'histoire pour parler eh bien, de Aline Sitoé Diatta, de Djemben Bouch, de Mame Diarra Bousso, Fawa Douélé, et entre autres, hein, nous avons des femmes de valeur. Aujourd'hui, les femmes dans les instances de décision, surtout les femmes sénégalaises, Mame Dior Boy était là, et puis voilà, des femmes comme Aminta Mbeng Ndiaye, entre autres, hein, donc le professeur Amsatou Sow Sidibé. Donc vous êtes aussi une référence, Madame docteur Aram Topsen. Les femmes dans les instances de décision. Voilà, oui. Ça a été une très longue une avancée, donc très considérable, tout à fait. La promotion de ces femmes-là, parce que ça a commencé depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, et c'est presque en 2010 que, voilà, que la loi de la parité a été votée. Voilà, beaucoup de femmes, l'Afrique et surtout le Sénégal, regorge de femmes, vraiment de femmes de valeur, voilà, qui ont eu à mener beaucoup de luttes et de batailles pour vraiment la promotion de la femme. Si on cite la reine Dateyal, qui a interdit aux Européens, voilà, pendant 5 ans, voilà, le commerce transatlantique, parce que elle a demandé à ce que les Européens payent le droit, voilà, pour traverser ces eaux. Donc ce sont des femmes qui ont montré leur valeur, et jusqu'à présent, les femmes luttent pour la promotion de l'égalité. Quand on parle d'égalité, ce n'est pas en termes de sexe, parce que je dis que le sexe, il est inné, mais c'est en termes d'opportunité et d'accès. Voilà, donc en termes d'accès à la terre, d'accès au financement, d'accès aux forces productives d'une manière générale. Parce que comme je vous ai dit, hein, moi j'ai été responsable promotion féminine et genre dans un projet à Matam. À mes débuts, ce n'était pas du tout facile. Oui, vous nous parlez de ce projet, parce que vous me le disiez, donc hors Voilà. antenne. Oui, Voilà. C'est quoi ce projet, très rapidement, Madame la directrice? C'est un projet de développement agricole, voilà, qui était implanté dans la région de Matam. Et c'est un projet qui octroyait des terres aux hommes. Et nous, quand nous sommes arrivés, nous avons demandé à ce que les femmes aient des terres au même titre que les hommes, mais également que les parcelles qui sont octroyées aux chefs de ménage hommes soient également octroyées au même titre aux chefs de ménage femmes. Ça a été une longue lutte, mais finalement, nous avons eu gain de cause. Donc, au-delà de tous ces problèmes aussi, il y avait l'accès à des périmètres maraîchers, parce que c'est une zone où, au début, le maraîchage était exclusivement réservé à la femme. Mais on a su, avec 6 périmètres horticoles, voilà, commencer avec des femmes, avec des forages. Et finalement, les hommes sont venus, voilà, pour également s'accaparer de ces périmètres. Mais on a fait une organisation qui a permis d'avoir 75 hommes, 75 femmes, parce que c'était des parcelles, voilà, la parité qui a été respectée. Voilà, et jusqu'à présent, c'est ça qui est de mise. Voilà, et pour l'accès aux prises de décision aussi, ce n'était pas facile. Parce que là-bas, les femmes, il fallait faire une réunion avec les femmes à part, une réunion avec les hommes, mais nous avons, avec beaucoup de sensibilisation, voilà, tenu compte des réalités. Parce que, voilà, il y a la pauvreté et il y avait également l'immigration. Quand les hommes partent, ce sont les femmes qui restent. Et on a eu 46% de la population qui était composée d'hommes et les 54 étaient composés de femmes. Et nous nous sommes dit qu'avec 46% de la population, on ne pouvait pas relever le développement économique de la femme. Donc nous avons misé sur la pauvreté pour vraiment faire participer les femmes à l'effort de développement. Pourtant, les femmes étaient aux avant-postes de la production, mais quand même, les hommes ne comptabilisaient jamais ou bien ne leur laissaient jamais prendre des décisions. Voilà, mais finalement, on a réglé ce problème. Les femmes ont eu des terres et sont allées demander des financements et maintenant, elles gèrent et elles sortent maintenant jusqu'à l'extérieur pour pouvoir vendre leur production. Parce que voilà, maintenant, c'est des périmètres qui se sont proliférés dans cette région et l'absorption a été très difficile dans la région. Il fallait sortir et maintenant, je vois leur production au niveau des Auchan, voilà, Auchan, Carrefour et tout ça, voilà. Et même sur le plan politique aussi, nous avons appuyé ces femmes
par des formations et maintenant elles sont dans les vraiment postes de prise de décision. Et c'est important, même si aucune candidature, n'est-ce pas, de femme n'a été retenue lors des précédentes élections. Oui, rapidement. Mais ça viendra, hein, d'accord. Pourquoi Va pas, venir, d'accord. voilà, ça va Voilà. venir. Parce que Merci. comme j'ai dit que c'est une longue marche, voilà, notre marche va continuer et nous allons toujours avec une, comment dirais-je, une complicité hein, avec les hommes. Parce que les hommes aussi sont non complices. Il faut pas les heurter. Donc je dis toujours, il faut avoir une autonomie par rapport au pouvoir des hommes. Mais il faut aussi, dans cette marche, dans cette lutte, avoir aussi leur complicité pour pouvoir y arriver. Merci, Madame la directrice. Nous arrivons au terme de cet entretien. Très rapidement, un dernier mot. Voilà, le dernier mot, c'est remercier. Voilà, déjà vous remercier vous, voilà pour cette opportunité que vous nous offrez, mais également remercier tous les agents de l'action sociale, les directeurs compris, mais aussi l'ONG Al Khairia, vraiment qui nous permet de prendre en charge les personnes dans les zones les plus reculées. Voilà, les personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire et vraiment sur tous les plans. Voilà, nous les remercions. Vraiment, nous n'avons pas regretté notre partenariat avec l'ONG. Et c'est dommage que j'avais demandé à ce qu'on ait un livre d'or. Et jusqu'à présent, le livre d'or n'est pas encore élaboré. Mais je vais le prendre à bras le corps, vraiment, pour qu'on ait ce livre d'or-là, qui serait remis par le ministre de la Santé et de l'Action sociale au président de l'ONG Al Khairia. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était votre émission, Les défis de l'heure. L'invité du jour, Madame la directrice de l'action sociale, Dr Aram Topsen. Donc avec elle, nous avons eu à décortiquer, n'est-ce pas, plusieurs questions et j'espère que on va se retrouver hein, donc, très prochainement. Je remercie donc, toute l'équipe technique justement, qui m'a aidé donc, pour la réalisation de cet entretien. Donc, mention spéciale à mes amis Lamine Gueye, mais aussi Moudou Fall et donc l'ensemble de la direction de Shabiba TV. On va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Les défis de l'heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.